Cette deuxième journée, allez, on attaque par une petite citation, celle-ci j'imagine que vous la connaissez, elle est un peu connue, elle a un côté un petit peu manichéen, mais en même temps elle est assez parlante. Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle savra que l'argent ne se mange pas. Il paraît que c'est une. Moi, ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui est recouplé avec le vivant. C'est un petit peu, ça se veut être une espèce de continuité avec la présentation d'Emmanuel d'hier. Le sujet, ça va être de voir comment on essaye de, quand on a des activités entrepreneuriales, aller se reconnecter au vivant. Ce qui n'est pas forcément facile. On l'a vu hier dans les questions, dans les interactions, d'autant si on a des métiers qui sont dans le secteur secondaire ou tertiaire, sont potentiellement plus éloignés du vivant. Avec cette grande question que je vous ai posée à l'intro, qu'est-ce que tu fais pour la vie? En fait, ça va être un peu ça qu'on va essayer de se poser encore une fois comme question. Qu'est-ce que tu fais pour la vie? Recouplé avec le vivant. Hop. Et cette introduction, ce veut être, cet temps d'échange, ça veut être une introduction à l'atelier qui va suivre, dans laquelle vous allez pouvoir essayer de mettre en pratique ce qu'on va voir maintenant. Et qui fait, encore une fois, écho à la conférence d'Emmanuel. Je vais essayer de pas trop Enfin, tu vas me dire, Emmanuel, si je suis à côté de la plaque. Tu lèves la main comme ça là-bas, tu fais attends, je veux modérer. Allez, les causes d'extinction de la biodiversité. On va voir si vous avez bien répété, parce que quand même c'est important. Il y en a 5, Emmanuel vous les a rappelés 2 fois hier. Disparition des écosystèmes. Artificialisation. Pollution. Espèces invasives, il en manque une. Changement climatique. Yes, tout ça est bien documenté, tout ça est dû aux activités humaines. Globalement, ce qui est important, c'est de se souvenir de ces 5 pressions-là, enfin ces 5 clauses-là, parce qu'on va partir de là à chaque fois dans les ateliers. On va essayer de se reconnecter à ces 5 pressions sur le vivant. Okay. Sachant que tout ça c'est bien documenté par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et là, je vous ai mis les cartes qui sont issues d'un atelier qui s'appelle la fresque de la biodiversité. Vous connaissez peut-être la fresque du climat, il existe une fresque de la biodiversité, même principe. Allez, Emmanuel vous en a montré plein hier, je vous en remonte quelques-uns, des chiffres du PIB mondial qui dépend de la biodiversité. Tout ça, c'est très anthropocentré. On achète du terrain, on fait des activités économiques dessus, du coup, on se rend compte que notre économie dépend de ces terrains. Les assureurs, les réassureurs se rendent compte qu'ils sont à risque parce que leurs activités, enfin les assurances qu'elles assurent elles-mêmes dépendent de la biodiversité. Il y a plein de rapports de la Banque mondiale, de Emmanuel Delannoy, de plein de gens qui disent que le PIB est associé à la biodiversité. Bref, tout ça, vous avez compris. C'est les sols, c'est à vendre, la biodiversité. Voilà, en fait, on ne sait pas vraiment compter au rang 2, au rang 3, où elle est la valeur. Quelle est la valeur des 18% d'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère? Enfin, c'est un peu ce que disait Emmanuel hier soir quand je lui ai posé la question de la financiarisation de la nature. Le cycle de l'eau, c'est pareil. C'est quoi comme valeur pour vous? Voilà, ça se veut être un prisme de réflexion, tout ça. Donc, si je reprends un autre exemple, le PIB qu'on consacre aux animaux domestiques versus aux animaux sauvages, ce qui fait écho aussi à une slide d'Emmanuel d'hier, on voit que c'est démesuré en fait. C'est très anthropocentré tout ça. On a plusieurs milliards par an qui sont dépensés en chiffre d'affaires pour prendre soin de nos chiens et de nos chats, contre quelques millions pour les animaux sauvages. Pour aller plus loin, je vais assez vite, pour aller plus loin, en gros, on voit le monde de 2 manières. Il y a un monde extractiviste, dans lequel le vivant est un décor, c'est une ressource dans laquelle je pioche, et une vision animiste, presque animiste, où le vivant et je suis le vivant. Il y a une notion d'individualité n'existe même pas, on fait partie d'un grand tout. Voilà. Et on oscille un peu tout le temps entre ces 2 visions. Dans le côté extractiviste, le vivant est source de ressources, de marché, d'utilité, et dans le côté animiste, c'est plutôt l'esthétique. Mais non. Côté extractiviste, par exemple, on peut se poser la question à quoi ça sert un moustique?
Et côté animiste, on va se poser la question, est-ce que la vie d'un moustique, sans être forcément esthétique au sens beau du terme, qu'est-ce que ça vaut à la vie d'un moustique? Enfin, comment c'est sensible en fait, tout ça. La question qu'on se pose un petit peu, c'est pourquoi globalement notre monde économique penche toujours de ce côté-là. En fait, si on replonge un petit peu, il y a une notion de découplage, c'est-à-dire qui est opérée très longtemps, sans rentrer dans les mécanismes détaillés. Toutes les entreprises fonctionnent un petit peu comme ça. D'abord, on extrait les matériaux, ensuite on les transforme, ensuite on les utilise, et ensuite ça génère des déchets qui sont potentiellement des pollutions. Dans certains cas, ils sont valorisés, mais globalement, toutes les chaînes de valeur fonctionnent un petit peu de cette façon-là. Si on regarde un petit peu en arrière, dans les métiers plus anciens, par exemple, on essaie d'internaliser au maximum la chaîne de valeur. Par exemple, un paysan, il faisait pousser son blé, il le transformait pour faire du pain et il le vendait sur la place du marché. Il avait une vision sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Son lien au vivant était très sensible. S'il y avait une mauvaise récolte, il ne vendait pas de pain. Toute son activité économique était très sensible là-dessus. Aujourd'hui, les chaînes de valeur sont beaucoup plus fragmentées. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas capables de dire très précisément où sont extraites les matières premières qui vont servir à leurs fournisseurs pour leur fournir les matériaux que vous allez utiliser dans vos processus de transformation. Et de la même façon, après, une fois le produit utilisé, il y a souvent des questions sur la fin de vie, qui est un sujet un peu à la mode, hein, que deviennent les pollutions. Alors j'imagine qu'il y a plein de choses qui sont faites, mais globalement, sur toute la chaîne de valeur, on a rarement une vue d'ensemble. Et globalement, c'est un peu ça l'idée qu'il faut avoir en tête. Dans le même temps, la complexité de nos sociétés a évolué de manière fulgurante. Il paraît que ça s'est amélioré au Moyen-Âge. Il y a eu un vrai changement avec l'exode rural. Donc, quand on s'est éloigné des villes pour aller vers les campagnes, il y a plus de déplacements. On s'éloigne des campagnes pour aller vers les villes, pardon. On s'éloigne des sources de production des matières, des matériaux, des ressources. Et donc, dans beaucoup de nos activités, on ne voit plus le processus extractif aujourd'hui. Dans beaucoup d'entreprises, ça se passe au rang 3, au rang 4, au rang 5, enfin, ça dépend. Donc il y a un grand éloignement, ce qui explique cette difficulté de recoupler avec le vivant. C'est un peu ça l'idée clé que j'ai envie que vous gardiez. Chez moi, on voit rien, ça c'est l'exode rural. On voit que ça se passe à peu près dans les années 1930. Et c'est un des moments à partir duquel on observe qu'il y a eu cette fragmentation d'un point de vue un peu plus fort. L'idée un peu clé là, que je veux que vous reteniez jusqu'ici, c'est cette idée-là. On ne voit plus le processus extractif dans nos activités. Donc, quelle voie adopter à partir de là? Déjà, il faut essayer de bien comprendre les enjeux, il faut se former. Bien comprendre les enjeux, c'est comprendre les services écosystémiques, on en a parlé hier, c'est comprendre les enjeux d'usage, les enjeux d'extraction. Il y a plein d'acteurs qui permettent de faire ça. Vous allez trouver la fraise de la biodiversité, vous allez trouver des podcasts, vous allez trouver... Bref, il faut comprendre, il faut former, il faut comprendre, ça c'est un peu un sujet de base. Ensuite, en tant qu'entreprise, il y a plusieurs voies. Dans le premier cas, ce qu'on pense en premier lieu, c'est ok, comment je peux compenser, comment je peux aider une association naturaliste, réduire mon impact, pas forcément dans mon cœur business, mais à minima, j'en sais rien, donner de l'argent à la LPO pour qu'il y ait des nichoirs qui soient installés autour de mon entreprise. Voilà. Ça, c'est un peu, disons, une première voie qui est facile, qu'il faut faire, qui est importante. Après, on peut se poser la question de comment on réduit notre impact. Ça c'est assez clair. On peut se poser la question aussi de comment on change de notre modèle économique. Est-ce que notre modèle économique, comment il impacte tout ça? Est-ce qu'on doit changer de marché? Est-ce qu'on doit arrêter certaines activités qui sont trop néfastes? Et puis derrière, ça va aller nous toucher sur comment on coopère, comment on se pose la question de l'usage, ça va être un peu un point clé aussi, et de la fin de vie. Okay. Réduire ses impacts, c'est un sujet, on parle plutôt de réduire les impacts, on est dans une société,
c'est une contribution qu'on peut apporter. On ne va pas changer tout le monde avec une simple entreprise, évidemment. Et on peut réduire les impacts à plein de niveaux sur les achats, sur les infrastructures, la production, l'éco-conception, la décarbonation, le recyclage. Tout ça, vous avez un peu en tête. On peut réduire. Après, je vais passer assez vite, je vois le temps qui coule, mais il faut faire un petit peu attention aux effets de bord d'un point de vue purement biodiversité. Si on prend par exemple l'exemple des touillettes en plastique, on réduit l'impact sur la carbonation, sur l'extraction de pétrole. En revanche, si on change par des touillettes en bois, on va mettre une pression un peu plus forte sur l'extraction de bois. Avoir ça en tête quand on se pose un peu ces questions-là. Dans les premiers pas, on peut faire ce que j'appelle de la philanthropie environnementale. Aider des associations naturalistes, compenser, mettre des ruches sur le toit, cocher la case. Ça, on peut en rire, c'est important. Typiquement, l'histoire des ruches sur le toit, vous savez qu'il y a plus de 900 espèces d'abeilles qui sont pollinisateurs, il n'y en a pas qu'une seule. Celle qui est la plus connue, Apis mellifera, qu'on voit partout, il y en a plus de 900, sur des dizaines de milliers d'insectes qui sont pollinisateurs. Donc, si on introduit une abeille pour mettre une ruche, ça peut aussi foutre le bordel parce qu'il y a plein d'autres pollinisateurs et en fait c'est un peu plus complexe que ça. Mais pour autant, c'est important. Mais ça devrait même être un standard. Comment on aide, comment on compense, comment on fait de la philanthropie. Le sujet, c'est comment on intègre ça dans les modèles économiques plutôt. Parce que aider, c'est un petit peu du vernis de surface. Mettre une ruche, c'est bien, c'est du vernis de surface. Comment on intègre ça dans les modèles économiques? Il y a plein de modèles économiques, on en a parlé un petit peu en session 2. Je suis désolé, on ne voit pas très bien, on en verra. Mais il y a plein de modèles économiques, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a parlé d'EFC, d'économie de la fonctionnalité de la coopération, on a parlé de logique servicielle, de logique cycle de vie. Romain Cristofini vous a parlé de ça. Ça va? Donc on va un petit peu essayer de cranter sur ces sujets-là. Quand tu changes de modèle économique, la question c'est est-ce que je vais avoir des impacts positifs sur la biodiversité? Okay, positif net. C'est bien beau de changer de modèle économique, mais est-ce qu'on va avoir des effets positifs nets sur la biodiversité? Changer de marché. Changer de marché, ça peut être un sujet aussi. Typiquement, mettons que je fabrique des buses d'épandage de phytosanitaires. Je peux me poser la question de comment mes buses d'épandage peuvent servir à autre chose, par exemple de l'aspersion d'eau. C'est comment on accompagne ce changement aussi, parce que du coup ça va impacter nos clients, ça va impacter nos chaînes de marché, nos chaînes de valeur. Si je change mon modèle, si je change mon marché, ça va impacter mes clients. Donc comment on accompagne tout ça? Et après, il y a arrêter l'activité, qui peut être une source aussi importante. Alors je vous ai mis un exemple un peu à la con, vous connaissez sans doute ce truc-là. C'est des machines qui servent à fabriquer des boules de neige. C'est génial. Le truc, jack. C'est Dutch Qualitat, c'est ISO, machin, truc, c'est génial, sauf que ça sert à rien. Voire même c'est néfaste parce qu'en fait on touche, on n'a plus le plaisir de prendre une bulle de neige et d'envoyer son club de son gamin. Je savais que ça allait faire consensus. Mais voilà, on a tous et toutes potentiellement des activités sur lesquelles on peut se poser la question de ok, est-ce que ça sert à quelque chose concrètement? Ça va, je vais vite, hein, je vous balance plein de trucs, mais c'est un peu volontaire. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc-là? Romain Cristofini, les portes d'entrée au vivant quand on a une activité qui n'est pas en lien direct avec le vivant. Ça vous a été présenté en session 2. Globalement, Romain, il nous disait, il y a plein de portes d'entrée pour se reconnecter au vivant quand notre activité n'est pas directement, via nos infrastructures, via nos processus de production, via notre sourcing, via des innovations, etc. Ça, je pense qu'on pourra vous le redonner. Pour se redire encore une fois que la porte d'entrée, elle n'est pas directement forcément sur le produit que vous allez vendre, ou ça peut être sur votre building, ça peut être sur comment vous allez faire en sorte qu'il y ait du vivant qui soit présent autour de votre infrastructure. Ça peut être, voilà. C'est pas forcément toujours. Il y a plein de portes d'entrée et il faut les explorer toutes. C'est pas. Là, il y a deux questions clés. La première, c'est est-ce que je contribue chaque année, à travers mon activité, à un impact positif net sur le vivant? Et presque de façon encore plus importante, de manière unitaire, de manière répétée, de manière amplifiée. C'est pas qu'une question d'investissement. Quand on est en logique régénérative,
il faut qu'il y ait une dimension, c'est incrémental, ça augmente petit à petit, on régénère de façon répétée, amplifiée. Sinon, on va être contributif, c'est bien, mais là, c'est poser la question comment on va encore plus loin. Et donc, comment on trouve les chemins de connexion au vivant pour son organisation? Pour diminuer les pressions, d'un côté, diminuer les pressions sur les 5 pressions qu'on a vues aujourd'hui, les 5 facteurs de pression sur le vivant, et se mettre en chemin pour générer de l'impact positif net. Ça va, j'ai l'impression que je vous ai balancé plein de trucs, c'est un peu complexe. On va prendre 3 cas d'études. Ok. Le premier cas, c'est un cas concret, c'est un cas qui est issu d'une entreprise de la CEC. C'est une activité qui semble éloignée du vivant et qui s'y connecte à travers une partie de ses activités. C'est une entreprise qui a fait le début d'un chemin, qui se pose la question d'aller plus loin. C'est une entreprise qui fabrique des enseignes lumineuses, là, type pour les pharmacies, pour ce genre de choses. Okay. Donc eux, ils ont un processus dans lequel leur modèle initial, ils achètent de la matière, ils ne savent pas trop d'où ça vient, mais ils achètent de la matière, ils la transforment, ils inscrivent une marque dessus et ils la vendent à un client. La fin de vie, jusqu'ici, ils ne s'en préoccupent pas trop. Son métier, il vend un produit qui matérialise une marque que son client va utiliser. Sa pression sur le vivant principale, c'est une pression sur les pollutions. Il a généré des pollutions, c'est des trucs en plastique. La fin de vie, il ne connaît pas, il y a de l'extraction, mais c'est surtout de la pollution. Chimique, des pollutions lumineuses aussi. Quand on se pose un peu la question des pollutions, ce n'est pas forcément que des pollutions plastiques, ça peut être des pollutions lumineuses, des pollutions sur l'eau, etc. Il a fait un premier pas suite à la CEC, cette entreprise-là. Il a repensé son système d'appro. Il s'est mis dans un... Donc, pour avoir du plastique recyclé, okay. Il transforme toujours. Il s'est posé la question comment il pouvait mettre son entreprise, ses enseignes en location. Donc un service comment on appelle ça en location. Avec l'idée qu'il y ait du coup une plus grande réutilisation de la matière. Okay. Il a du coup des vues sur la fin de vie et du coup ses impacts sur le vivant, ses impacts sur la pression-pollution ont été réduits assez significativement. Vous me suivez jusque-là? Il a diminué la pression, mais là il ne régénère pas. Il est dans une diminution de pression, il n'est pas dans une génération d'impact positif net. Du coup, il s'est posé et il a assez peu de vues sur l'usage. Il s'est posé la question, là, il en est là aujourd'hui, il se pose la question de comment je peux aller plus loin. Plein de possibilités. Dans ses explorations, il dit, mais en fait, voilà, il y a les enseignes, comment mon métier qui est de vendre du support pour des informations peut être utilisé à d'autres bénéfices, à des bénéfices artistiques, pédagogiques, à du dynamisme économique, à du patrimoine naturel, culturel. Donc mettre l'éclairage sur d'autres choses. Voilà. Et en fait, si on tire ce fil-là, il n'en est pas là, hein, mais si on tire ce fil-là, on peut se reposer la question de son évolution servicielle, dans laquelle il va devoir travailler avec plein d'acteurs. S'il rentre dans cette dynamique-là, de dire, ok, mon produit aujourd'hui, je ne vends plus un produit, je vends une expérience artistique, je vends une expérience économique, patrimoniale, naturelle, il va être obligé de travailler avec plein d'acteurs, en coopération, des fédés de commerçants, des artistes. Ça va l'objet de la coopération, il va être obligé de s'intéresser à la fin de vie de son produit, à l'usage de son produit, surtout à la finalité de son produit. Comment mon produit est utilisé, et comment du coup, par la connaissance de l'utilisation de mon produit, j'ai une conscience de l'impact que ça a sur le vivant. Vous me suivez ou pas? À peu près. Donc il a une vue sur l'usage, et ça génère des coopérations. Et donc dans ce cas-là, il ne vend plus un produit, il vend une expérience artistique, économique, patrimoniale, naturelle, et du coup il a la vue sur la fin, et cette vue sur l'usage le reconnecte au vivant puisqu'il décide de l'usage qu'il va en avoir. Ça va? Et donc ça a tout un tas d'impacts indirects.
il va se connecter tout un tas d'acteurs, ça a des co-bénéfices. Potentiellement, en travaillant avec ces acteurs-là, il va réduire des pollutions lumineuses, il va faire de l'éducation à la biodiversité, favoriser l'utilisation locale. Il va se reposer la question des modalités contractuelles qui vont faire évoluer son modèle économique. Bref, ça permet à la fois rien et en même temps ça permet de continuer une activité de production d'enseigne tout en commençant à intégrer le troisième horizon, le fameux horizon 3. Il n'est pas dans un changement radical, il plante des graines pour aller vers son horizon 3. Okay, et en potentiellement impactant d'autres facteurs d'impact sur la biodiversité que seulement la pollution. Parce qu'en travaillant avec les fédés de commerçants, par exemple, ils vont se poser la question collectivement de « Ah, ton truc, il fait trop de lumière. » Et donc, potentiellement, il va pouvoir prendre en compte d'autres impacts. Dans ce cas-là, il a un modèle initial, il vend un support matérialisant la marque. Une première évolution, il le loue. Une deuxième évolution servicielle au service de services culturels, économiques ou pédagogiques. Lumia, on a parlé, vous vous souvenez de ce truc-là, la machine à laver? En gros, c'est de ça dont on parle. Là, il s'arrête. Il était d'abord dans un modèle 1, ensuite dans un modèle 2, et ensuite dans un modèle 3, en gros. Ça va, ça vous parle à peu près? C'est pareil, je pense que ça, c'est un outil sur lequel se reconnecter. Avec toujours ce point d'entrée, c'est ok, quel est l'usage final? Est-ce que j'ai une vue sur l'usage? Est-ce que j'ai une vue sur l'origine de mes ressources? Et est-ce que j'ai une vue sur l'usage? Un deuxième cas d'une entreprise qui a fait le parcours national, qui est un marchand de carburant. Pas facile, marchand de carburant. L'idée qu'ils se sont posées dans leur feuille de route, ils se sont dit on ne va pas prendre toute notre activité déjà, on va prendre une partie de notre activité. Comment notre entreprise peut se mettre au service d'une agriculture régénérative? Déjà, il y a un choix qui est stratégique qui est fait, une partie. Donc dans ce cas-là, leur modèle initial, ils achètent du pétrole, ils le stockent, ils le distribuent et ça émet du CO2 parce que leurs clients l'utilisent. Jusqu'ici, vous me suivez, ça génère des pollutions principalement de l'ordre des particules qui sont impactantes directement pour le changement climatique. Donc, encore une fois, ils n'avaient pas spécialement de vue sur l'usage. Ils vendent du carburant, leurs clients l'utilisent. En l'occurrence, dans leur segment qui va nous intéresser aujourd'hui, leurs clients, c'est principalement des tracteurs. Donc, ils vendent un volume de carburant. Ça va? Donc là, ce que je vais vous dire maintenant, c'est théorique. Ils n'ont pas fait ce chemin-là encore, mais on peut l'imaginer. Dans le monde agricole, si on s'intéresse à l'usage, on peut imaginer des nouveaux concepts. Par exemple, je vous loue un tracteur avec de l'essence dedans. La contrainte de la quantité d'essence est internalisée. Donc on loue un engin agricole avec de l'énergie dedans, admettons. Dans ce cas-là, on a une vue sur l'usage. On achète, on stocke, on loue le tracteur avec l'énergie dedans. Je sais combien mon client a utilisé d'essence. Ok? Donc là, c'est un premier pas. Donc j'ai une vue sur le volume qui va être utilisé. Dans ce cas-là, il va falloir travailler avec plein de monde. Il va falloir, dans les effets positifs, il va falloir se poser la question, il va falloir faire en sorte que le tracteur roule le moins possible. Parce que ça va me coûter plus cher si le tracteur roule plus. Ok? Donc je vais devoir faire en sorte que mon client, mon agriculteur que j'accompagne, réduise ses labours, qu'il fasse en sorte qu'il ait une meilleure gestion, une meilleure gestion de ses champs avec du plantage de haies pour éviter pour stocker de l'eau. Tout ça, et donc il va falloir se poser un petit peu la question avec qui il va travailler, avec le fabricant, avec les ingénieurs, avec des négociants de produits phyto, etc. Ça va avoir des co-bénéfices sur la réduction d'impact de CO2, sur la réduction d'usage de phyto, potentiellement la plantation de haies, la valorisation des bois de bocage, etc. Et là, il y a plein de choses à explorer sur les modalités contractuelles. Est-ce que c'est de l'usage, est-ce que c'est du service, etc. Dans l'idée, la première pression qui était le changement climatique, là on va faire un recouplage sur plein d'autres pressions.
En passant de ce service simple à un service à l'usage, tout de suite, on va devoir prendre en considération d'autres pressions, la destruction des habitats, l'érosion des sols, parce que son client est concerné par ces pressions-là. Vous me suivez? Initialement, moi, je n'étais pas concerné par ces pressions-là, mon client l'était. En internalisant la contrainte, je deviens concerné par ces pressions-là. Ça va? Un troisième cas, encore un peu plus éloigné, le métier d'assureur. Métier d'assureur qui est loin techniquement du vivant, enfin dans un rapport direct, on va dire. Son activité économique, c'est d'évaluer les risques, de contractualiser sur un secteur. Le jour où il y a un dommage, il peut dédommager, ça vous connaissez. Ça m'arrive en ce moment, je suis dedans, là, j'ai un toit qui a pris de la grêle, je pose un peu cette question. Donc le métier, c'est d'évaluer ces risques, de contractualiser avec un client. Le jour où il y a un sinistre, je dédommage. Ça va? Si on se pose un peu la question toujours sur cet exemple agricole, j'assure aujourd'hui l'assureur il assure une couverture de risque sur l'exploitation. Donc le jour où il y a un problème sur l'exploitation, un sinistre ou autre, l'assureur il dédommage. Si on essaye de changer de prisme, si au lieu d'assurer l'exploitation, j'assure les récoltes, la quantité de récoltes, toujours avec le prisme de Lumia, ça a tout un tas de conséquences. Si j'assure la quantité de récolte, c'est pas ce bouton-là, c'est celui-là. Donc dans ce cas-là, j'ai une vue sur l'usage, parce que j'ai intérêt à ce que la personne que j'assure ait une production qui soit la meilleure possible, la plus durable possible, la plus pérenne possible, qu'elle prenne en compte des pratiques agricoles qui soient plus résistantes aux risques que j'assure. Vous me suivez? Et donc, ça va avoir tout un tas de conséquences. Je vais internaliser une partie de la contrainte de mon client, et du coup, je vais me connecter à ses finalités à lui, sur l'usage que lui a, et donc sur les pressions que lui a sur le vivant. J'ai intérêt que mon client, dans ce cas-là, en tant qu'assureur, l'agriculteur que j'accompagne, ait le plus de robustesse possible, qui transforme un maximum ses pratiques pour limiter les pressions qu'il a sur le vivant, et que du coup, les pressions qui sont potentiellement des risques pour son activité agricole. Ça va? Prêt? Donc, je deviens, en tant qu'assureur, un acteur de la diminution de la pression sur les habitats, sur la destruction, sur le changement climatique, sur les pollutions. Vous me suivez à peu près? Donc, l'idée, c'est de ne pas rester forcément sur sa pression pour avoir une visée régénérative, c'est de se poser aussi un peu la question de l'usage. Si on reprend un petit peu nos trois horizons, vous commencez à les connaître. Bon, compenser, aider, ça c'est un truc qu'on peut faire tout le temps, c'est facile. Pas de lien direct avec le modèle économique. Réduire l'impact, ça c'est de l'horizon 1, on peut commencer tout de suite. Changer de modèle économique, changer de marché, c'est de l'horizon 2, comment on commence à aller dans cette direction-là. Renoncer, c'est potentiellement de la fin de cycle d'horizon 1, changer tout ça pour aller vers un point d'entrée, un objectif très concret, se former, faire alliance avec le vivant. Et du coup, pour ça, pour commencer, le plus important, c'est de se former. C'est ça qu'on va continuer à faire cet après-midi, enfin ce matin, pardon, avec l'atelier. Et donc, voilà. Action. Si j'ai deux, trois messages clés à garder cette introduction, c'est on a trop fragmenté nos chaînes de valeur, c'est important d'avoir une vue sur l'usage pour comprendre les pressions qu'on émet sur les biodiversités aussi directement. Donc essayer de comprendre un petit peu les enjeux de ses clients et les enjeux de ses fournisseurs, c'est une façon d'avoir une vue 360 sur les impacts que mon activité à moi a sur la biodiversité, en particulier si je suis dans le secteur secondaire ou secteur tertiaire, qui sont potentiellement plus déconnectés. La deuxième, c'est qu'en se posant un petit peu les questions de modèles économiques qui vont chercher à intégrer les contraintes de ses clients, on va pouvoir se rapprocher de cette économie, enfin de l'usage, et du coup se rapprocher de cette notion d'impact direct sur la biodiversité. Et c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'aller explorer cet après-midi. Ce matin, je vais y arriver. Voilà, je termine. C'est bon, Dieu. Merci.